Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde Afrique. De ce mercredi, le 24 juin 2026. On va commencer tout de suite par ce reportage sur le Soudan et le département d'État américain qui a exhorté les belligérants au Soudan à cesser toute mise en danger de civils, tandis que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie et la Norvège ont appelé à la désescalade au Soudan. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan avait déjà appelé le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Daglo, pour lui demander de ne pas attaquer Al-Obeid et avait souligné le besoin urgent de désamorcer la situation. Les détails dans ce compte-rendu de Salih Hamed. Alors que la ville soudanaise de l'Obeid fait l'objet depuis plusieurs mois d'un siège des forces de soutien rapide FSR en guerre contre l'armée régulière depuis 3 ans, plusieurs pays ont exprimé mardi leur inquiétude face à un risque imminent de catastrophe humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà donné l'alerte samedi alors que d'importants renforts militaires se réunissaient autour de la ville. Dans un communiqué, le département d'État américain a ainsi exhorté les belligérants à cesser toute action à même de mettre en danger les civils, d'entraver l'aide humanitaire ou de contribuer à de nouvelles atrocités. Les États-Unis ont exprimé leur vive préoccupation face aux indications alarmantes selon lesquelles des atrocités de masse pourraient être imminentes à El Obeid. Mardi après-midi, le Royaume-Uni a également appelé toutes les parties à mettre immédiatement fin aux attaques et à protéger les civils afin d'éviter de nouvelles effusions de sang, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères britannique. Ce dernier, aux côtés de 6 pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie et la Norvège, estime qu'Al Obeid, en proie à une offensive imminente, se trouve au bord du gouffre des atrocités. Les combats ont déjà fait un nombre considérable de victimes civiles et font craindre de toute urgence une escalade majeure, ont écrit les 7 pays dans une déclaration commune, rappelant que les frappes de drones et les attaques contre les infrastructures civiles essentielles n'ont cessé de s'intensifier depuis ces dernières heures, et d'exhorter ceux qui ont de l'influence à faire pression sur les FSR pour qu'elles se retirent. On passe à notre deuxième nouvelle concernant la visite du président sénégalais à Berlin. Reçu mardi à Berlin par le chancelier allemand Friedrich Merz, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a placé les enjeux sécuritaires du Sahel au cœur de ces échanges. Le président sénégalais Diomaye Faye s'est entretenu mardi à Berlin avec le chancelier allemand Friedrich Merz, une rencontre marquée par une convergence de vues sur les défis sécuritaires au Sahel et l'avenir de la coopération entre l'Afrique de l'Ouest et ses partenaires internationaux. Selon la présidence sénégalaise, le chef de l'État a souligné l'importance d'un engagement continue aux côtés du Sénégal et des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme, tout en réaffirmant l'attachement de Dakar au règlement pacifique des différends et au dialogue. Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte particulier pour le Sénégal qui pourrait prochainement accéder à la présidence en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à l'expiration du mandat du président sierra-léonais Julius Maada Bio. On passe au Kenya où on a ordonné l'arrêt des travaux de construction du centre de traitement d'Ebola destiné aux ressortissants américains. Il s'agit d'une déclaration du ministre de la Santé devant un tribunal. Aden Douale a été condamné pour outrage au tribunal pour avoir ignoré une précédente décision de justice ordonnant la suspension des travaux. Je cite, j'ai ordonné l'arrêt immédiat et total de tout projet de construction, de préparation du site ou de toute activité connexe concernant la base aérienne de Laikipia dans l'attente de l'audience et de la décision relative à la requête au fond.
ou jusqu'à nouvel ordre de cette Cour, a déclaré le ministre de la Santé, Aden Douale. Les États-Unis avaient commencé à construire une installation sur la base aérienne au cas où ils devraient évacuer leurs ressortissants des zones touchées par l'épidémie d'Ebola qui a débuté le mois dernier en République démocratique du Congo. Le nouveau directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, le FMI, Zaiden, estime que le conflit au Moyen-Orient commençait déjà à affecter les économies d'Afrique subsaharienne. Lors de son premier point de presse depuis sa prise de fonction le 1er mai, il a néanmoins réaffirmé la mobilisation du FMI pour accompagner les pays les plus vulnérables. Salih Hamed nous donne plus de détails dans ce compte-rendu. Le nouveau directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Zain Zedan, supervise les relations du FMI avec 45 pays africains. Il indique que sa priorité immédiate est d'aider la région à absorber ce choc extérieur. Le FMI a déjà conclu plusieurs accords pour renforcer le financement, notamment avec le Burkina Faso, la Gambie et Sao Tomé et Principe. Selon lui, pour l'Éthiopie engagée dans un vaste programme avec l'institution, environ 200 millions de dollars de financement supplémentaires ont été accélérés. Le responsable met en garde contre des effets durables du conflit au Moyen-Orient qui pourraient s'étendre sur plusieurs mois, notamment en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Il souligne le rôle clé de la région dans les exportations d'engrais essentiels pour la sécurité alimentaire en Afrique. Malgré ces tensions, Zain Zedan se veut optimiste pour l'Afrique subsaharienne, rappelant que la région figurait déjà parmi les zones les plus dynamiques avant cette crise, avec des progrès en matière de croissance et de consolidation budgétaire. Et pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne mademoiselle Nour Sherif Mohamed, chercheuse en droit international. Bonjour mademoiselle Nour Sherif. Bonjour. Si on parle donc de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'Afrique, c'est un impact bien sûr très fort. Selon vous, quels sont les pays africains les plus touchés ou impactés par cette guerre au Moyen-Orient et quels sont les secteurs économiques qui ont été le plus impactés aussi? D'accord. En fait, les pays africains les plus exposés aux conséquences des tensions au Moyen-Orient sont principalement les États fortement dépendants des importations d'énergie et des produits alimentaires tels que les céréales et les engrais, notamment comme le Kenya, plusieurs pays africains. Oui. Les secteurs les plus affectés, ce sont les secteurs de l'énergie en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz. On a aussi le transport maritime grâce aux perturbations des routes commerciales stratégiques comme on l'a vu dans le détroit d'Ormuz. La sécurité alimentaire aussi, grâce à l'augmentation du coût des céréales et des engrais. Et ces préoccupations ont été soulignées par le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Zain Zedan, qui a estimé que la région traversait un moment difficile et que plusieurs mois seraient nécessaires avant que les pays du Golfe puissent accroître les productions énergiques et se prolongeraient les tensions sur le marché mondiaux. Du point de vue du droit international, je peux dire que cette situation illustre l'interdépendance croissante entre la paix et la sécurité internationale consacrée par les chartes des Nations Unies et la stabilité économique mondiale. Oui. Et comment donc le Fonds monétaire international, le FMI, déploie des efforts pour assouplir un peu les conséquences et les répercussions de cette guerre sur les pays africains? En fait, le FMI joue un rôle essentiel dans la préservation de la stabilité économique et financière des États africains confrontés à des chocs extérieurs. Sur le plan juridique, on peut dire que son action s'inscrit dans le cadre du système financier international établi par les accords de Bretton Woods et repose sur les engagements conventionnels liant les États membres à l'institution.
Le FMI intervient notamment par le soutien aux réserves de change et de stabilité monétaire, et aussi l'assistance en matière de réforme économique. Oui. Et, ma dernière question, mademoiselle Nour Cherif, concernant l'impact de cette guerre au Moyen-Orient sur le financement de plusieurs projets d'infrastructures, par exemple. En Afrique, comme vous le savez, il y a des projets, de grands projets concernant l'agriculture, concernant donc l'infrastructure et le développement durable en Afrique qui sont financés par de grandes puissances et d'autres pays européens ou asiatiques. Alors, comment donc cette guerre a eu un impact sur ces projets? Effectivement, la hausse des prix de l'énergie et l'incertitude des marchés financiers, comme on l'a vu international, entraînent une augmentation du coût du financement des projets d'infrastructure, notamment dans le secteur de l'électricité, transport, de l'eau et la télécommunication. Et cela risque d'affecter la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés dans le cadre du programme 2030 des Nations Unies, en particulier l'objectif du développement durable relatif à l'accès à une énergie abordable, ainsi que les croissances économiques durables. On trouve aussi un recul des investissements étrangers et l'augmentation du coût de l'emprunt, et cela peut compromettre le principe de coopération internationale pour le développement reconnu par plusieurs instruments des Nations Unies et considéré comme un levier essentiel pour la réduction des inégalités mondiales. Oui, parfait. Alors, mademoiselle Nour Cherif Mohamed, chercheuse en droit international, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on continue avec nos nouvelles concernant l'Afrique. Cette fois, c'est le sport et le mondial 2026. En fait, la deuxième journée des groupes I et J a livré plusieurs enseignements majeur. Le Sénégal a livré une belle bataille, mais s'est incliné 3-2 face à la Norvège. Malgré un doublé d'Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga restent sous pression avant la dernière journée. Quant à l'Algérie, en revanche, l'Algérie a relancé son mondial mené par la Jordanie. Les Fennecs ont renversé la situation en seconde période pour s'imposer 2-1 grâce notamment à Amine Jouiri. Cette victoire les maintient en course pour la qualification. Et on termine en musique, en art et le Festival international des tambours qui s'est tenu en Égypte, la 12e édition du Festival international des tambours et des arts traditionnels s'est tenu du 19 au 23 juin courant au Caire et à Giza avec la participation de représentants de 9 pays à travers le monde. Regardons les détails dans ce sujet. Le Festival international des tambours a débuté le vendredi 19 juin où les spectacles se sont déroulés dans plusieurs sites emblématiques du Caire et de Gizeh, notamment la place de l'Opéra du Caire, le théâtre Semer à Gouza et le passage Behlar au centre-ville du Caire. Le Soudan du Sud, la Palestine, le Yémen, l'Inde, la Chine, l'Indonésie et la Grèce ont assisté à cet événement. Les troupes étrangères ont été composées de groupes folkloriques issus des communautés résidant en Égypte. En cause est la décision gouvernementale visant à rationaliser les dépenses publiques qui a limité l'accueil de troupes artistiques venues directement de l'étranger. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont eu lieu sur l'esplanade de l'Opéra du Caire et ont été ouvertes gratuitement au public. Le festival a accueilli également 15 troupes folkloriques égyptiennes représentant différentes régions du pays. Toutes les formations participantes ont pris part à une grande performance collective lors de la cérémonie d'ouverture, illustrant la diversité du patrimoine musical et chorégraphique égyptien. Selon l'artiste Intisar Abdel-Fattah, le festival vise avant tout à découvrir et promouvoir les ensembles artistiques attachés aux traditions populaires des différentes provinces égyptiennes.
Le directeur du festival a indiqué que plusieurs représentations ont été organisées dans les rues et les espaces publics afin d'encourager une participation plus large du public, notamment dans le quartier d'Héliopolis. L'événement est organisé en coopération avec le ministère du Tourisme et des Antiquités, l'Autorité générale des palais de la culture, les bibliothèques publiques d'Égypte ainsi que le secteur des arts populaires relevant du ministère de la Culture. Plusieurs artistes ont été honorés à cette occasion. La première édition du Festival international des tambours et des arts traditionnels a été fondée en avril 2013. Voilà donc c'était tout pour cette édition d'Autour du monde Afrique. Merci pour votre attention. Restez donc sur NAL TV International pour la suite de nos programmes. Dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent la relève. Merci et passez une excellente journée.